il vous a parlé de blocs, de béton. Non, c'est des planches. Ça veut dire que le prisonnier, tellement ils sont nombreux, que dans chaque quartier, ils ont décidé de mettre des planchers. Il y a un premier plancher qui s'appelle le mi. On appelle ça le mi. C'est un nom là. Je l'ai noté ici. Je vais revenir au nom. Donc il y a un premier. Il y a un premier niveau. Il y a un deuxième niveau. Et il y a même un troisième niveau. Juste pour cette distance, vous avez 3 blocs comme ça. Donc les uns dorment en bas, à mi-pont. Le bas, c'est le sous-pont. Premier niveau. Donc, les planches partent de là-bas jusqu'au point de ce bloc. Deuxième niveau, c'est au milieu. Troisième niveau, c'est plus haut. Donc, ceux qui dorment n'ont même pas de l'espace pour s'asseoir comme ça. Parce que c'est tellement bas, les blocs, les différents planchers. Et donc, les gens rentrent dans les planchers pour dormir. Les gens entrent. Quand vous avez la chance d'avoir ce qu'on appelle un mandat, le mandat, c'est le matelas d'une place de quelques centimètres. On appelle ça mandat. Sur le mandat d'une place, vous êtes 5 à dormir dessus. L'un met la tête comme ça, l'autre met les pieds comme ça, l'autre met la tête comme ça. Vous êtes parfois 5 sur un mandat d'une place. Ceux qui n'ont pas de matelas, c'est ceux que vous voyez là dehors. Ils dorment sur des couvertures qui passent la journée au sol. Ce sont les tempestés de boue, de poussière. En fait, à voir les photos, elles sont tellement belles les photos. Parce que la réalité est dramatique. La situation est grave à la prison centrale. S'il pleut, c'est la boue. Et les détenus doivent balayer parfois avec leurs propres vêtements pour pousser la boue vers le bout de la prison, les zones qu'on appelle mangostar. C'est le fond de la prison. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que vous voyez là aujourd'hui, il n'y a plus de poisson à la prison centrale. On vous donne un carton de poulet, on vous dépose le poulet, on jette ça. Et vous mettez ça dans une marmite, une grosse marmite. Ça et non, je vais revenir au nom, parce que j'ai des choses que... Donc, dans cette grosse marmite, tout le monde met son morceau de poulet. Aujourd'hui, on ne donne plus un poulet. On te donne une cuisse. Une cuisse, c'est pour 2 personnes, vous découpez la cuisse d'un poulet à 2. Et tout ça est préparé dans une grosse marmite. Sans huile. Juste en versant de l'eau, en trouvant un peu de sel. C'est ça que les détenus mangent. Il n'y a plus 2 repas, 3 repas, ça n'existe plus. Il n'y a qu'un repas par jour. Les repas ne viennent pas à 10 heures, ça n'existe plus. Les repas viennent parfois à 15 heures. Ou à 12 heures, ils décident de vous partager le poulet. Et là, vous découpez chacun un morceau de poulet, un petit bout comme ça. C'est ça que vous mangez. Avec du riz dans de l'eau. Parce que vous trouvez l'huile où la majorité des prisonniers n'ont pas d'argent. Soit ils ont été abandonnés par les parents. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène. La majorité des jeunes qui ont été arrêtés, et c'est là que, c'est pourquoi j'avais tenu à un moment donné à dire il faut qu'on dise quelque chose. C'est bien beau qu'on parle d'Enrique Mambundu quand j'étais en prison. Moi, je l'ai dit à Libreville dans les conférences de presse. C'est bien qu'on dise Bertrand Zibi. C'est bien qu'on dise Landy Washington. Mais est-ce que les gens peuvent imaginer combien de jeunes Gabonais anonymes subissent en prison sans qu'on ne parle jamais d'eux, qui ont été arrêtés pendant la campagne électorale, qui ont été arrêtés après les assauts du QG de Jean-Pierre, et qui ont été arrêtés plusieurs semaines après. Mais ça, c'est monnaie courante. Chez nous, la PJ se balade comme si c'était le président de la République aussi. Le policier qui rentre, qui va à la police, comme si vous voyez un policier à Libreville, il est même plus vantard que vous qui êtes fonctionnaire ou bien placé. Il devient bancal. Même quand il était normal, il devient vantard, bancal, tout ça. Il devient très élégant. Il est heureux du travail qu'on lui fait faire. D'aller arrêter les Gabonais tous les jours. La prison est peuplée des prisonniers politiques. Arrêtés pendant les émeutes. Mais c'est des jeunes, vous les rencontrez, vous avez mal. Vous vous dites, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ah, mes parents m'ont abandonné parce qu'ils me disent qu'il ne fallait pas aller faire les marches. Ou les parents viennent quand même. Pourquoi on ne nous rend pas visite? Mais on ne rend pas visite aux prisonniers à Libreville. Elle disait que c'est dur de voir Bertrand Zibi, mais tu le vois où? Moi, c'est ma fiancée qui est là, qui est depuis quelques mois déjà en France, qui se battait quand même pour trouver la possibilité de venir me rendre visite. J'ai dû inventer même des maladies. Que j'étais gravement malade, mais pas là encore parce que j'avais rencontré une soeur à moi qui travaille à l'hôpital. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire aujourd'hui. Mon dossier est en instruction, c'est l'épée qu'on met sur ta tête au Gabon. Comme moi j'ai vu au Gabon, je vais repartir. Hein? Il y en a qui sont en France. Donc souvent, comme on n'a pas les mêmes problèmes, moi on peut comprendre l'aéroport. Vous venez là, on m'a d'abord arrêté. Donc il y a des choses sur lesquelles je ne pourrais pas en dire, je ne pourrais pas parler beaucoup. Donc voilà un peu.
Voilà les conditions de mon arrestation. Pendant des mois et donc depuis le 9 juillet, Ali Bongo décide de nous mettre sur une liste noire. Il faut nous arrêter ou nous tuer, mais ça c'est clair, c'est connu. Au Gabon, c'est un Far West. C'est ça une dictature. Ils ont débarqué chez moi. Là, on est en août. Ils ont déclaré les premiers résultats. Ils estiment que je suis le leader des jeux et que je suis incitateur. C'est moi qui ai voulu faire ceci-là. Il faut absolument qu'on m'arrête. Évidemment, je faisais des apparitions dans les meetings politiques. Mais je pouvais arriver, je savais comment je partais. Vraiment, c'était quand même organisé. Je savais comment je quittais les lieux. Il y a tellement de trous chez nous que tu peux quitter une rue pour une autre tout en étant dans le maquis et une voiture t'attend de l'autre côté pour partir. Mais il n'était pas question pour moi après le 9 juillet de dire je ne vais pas faire la campagne contre Ali parce que j'ai peur de mourir. Même après qu'on ait tiré sur moi. Donc il y avait des apparitions. Dans toutes ces apparitions, il n'avait pas toujours pu m'arrêter. À un moment donné, c'était compliqué. Mais justement, je m'étais arrangé d'aller vivre dans le quartier où vit Ali Bongo. Ali Bongo vit dans Ngonji. Moi, je suis un enfant des quartiers défavorisés. Kingele, venez voir la Timichos. Voilà mes quartiers. Mais quand j'ai compris qu'on me recherchait, alors j'ai décidé d'aller louer pour sécuriser ma petite famille, justement dans le quartier d'Ali Bongo, parce que c'est le seul endroit où on ne peut pas me chercher. C'était vicieux, mais il fallait le faire. Alors j'ai trouvé la maison en Ngonji, un endroit où je n'ai jamais vécu dans ma vie. Mais il fallait que je sois dans Ngonji parce que le seul endroit où on ne pouvait pas me chercher. Alors j'ai trouvé un appartement dans un immeuble. Et là, je me suis dit, ok, là, moi, je sécurise ma famille. Le quartier, on a l'habitude de me voir où je fais des réunions politiques. Là-bas, je peux passer mes journées. Vers minuit, 20h, 21h, je sais comment je vais rentrer. Là où la maison, au moins, est en sécurité. Et j'ai vécu comme ça pendant des mois. Et puis, le jour où mademoiselle, elle n'est pas mariée, mademoiselle Moroncho, la présidente de la Cour constitutionnelle, décide de délibérer de nouveau, ou du moins de confirmer le résultat qu'ils avaient planifié d'avance. Il se passe que j'arrive, comme d'habitude, il y avait une voiture qui m'a enlevé. C'est moi qui animais, ou qui anime, du moins pour le moment, tous les rassemblements du QG des gens. À part lui-même, bien sûr. C'est moi qui organise. Donc, j'étais en pleine mobilisation en disant aux Gabonais, on ne peut pas baisser les bras. On est sorti le 31, ok, mais c'est pas fini. Borancho va devoir dire les mêmes conneries. Et donc, j'avais tenu à garder une mobilisation au QG des gens. Et je l'ai fait pendant des semaines. Mais le 23, j'annule le rassemblement du 23, parce que c'est tout le rassemblement le plus important. Pourquoi? Parce que le QG est déjà barricadé, des militaires, des gendarmes, et on m'appelle bien de là, quand même, si tu reviens au QG, c'est dangereux. C'est mort ici, c'est bloqué, on sent que ça va être grave. Ok, donc j'y vais pas. Mais je tourne quand même les quartiers pour rencontrer les relais. Enfin, les détails, vous pouvez imaginer comment ça se passe pour être capable de soulever du monde. Donc je rencontre du monde, et puis je rentre vers 20h30. Une première voiture qui m'amène chez les voisins, à 2 km de là. Et de là, il y a une autre voiture qui me prend parce que même à mes proches, je disais jamais que je vivais là. Quand quelqu'un me dépose, je dis non, en fait, je vais voir une tante. Je vais dormir chez une tante parce que je ne suis plus sûr à Kingele ou bien en Kembo. Et c'était comme ça tous les jours. Donc même celui qui m'a donné, quand il a appris qu'on m'arrêtait, il ne savait pas que je vivais là. Mais c'est là que je vis. Mais je sais qu'en temps, il y a eu des erreurs. Il y a eu peut-être une ou deux erreurs. On avait organisé un meeting dans le quartier pour janvier. Et je sais que ce jour-là, il y a une ou deux personnes qui ont découvert chez vous. Ils viennent au meeting, et moi, je leur dis, ok, mais j'arrive, je vais arriver au meeting. Mais le problème, c'est que ma fiancée, elle sort avant moi acheter du pain. Elle les rencontre, elle leur dit, ah, mais ok, mais NRP aussi a besoin de vous, donc elle les amène à la maison, mais ça, ils ne le savaient pas. Ce sont mes amis. Et là, déjà, j'ai peur. Je me dis, ah, il y a deux personnes qui savent où j'habite, c'est dangereux. Et ces personnes seront arrêtées avant moi. J'imagine donc, c'est à cause de ces personnes qu'ils ont su enfin où j'habite et ils ont débarqué. 20h, je suis en train de rentrer chez moi. C'est le 23 septembre. Et on me dépose un premier endroit, ensuite un deuxième endroit, et je prends les pivots. On appelle ça comme ça chez nous des pistes, des raccourcis. Mais je ne savais pas que tout le quartier était gardé. Tout le quartier. C'est-à-dire que quelle que soit l'entrée que j'aurais pu prendre, il y avait au moins une vingtaine de militaires, en civil. Je vais donc plus loin et j'entre en prenant une route, en me disant c'est une piste, je vais arriver à la maison. La première chose qui me marque, c'est quand j'arrive vers chez moi, vers la barrière du domicile où je vis, je constate qu'il y a 2 personnes sous les arbres. C'est pas normal. Chez moi, c'est un quartier résidentiel, il n'y a pas des gens sous les arbres qui traînent à 20h, 21h. Ça n'existe pas. Sauf s'ils sont en train de partir, ou en train de rentrer, ou en voiture, mais il ne peut pas y avoir 2 personnes sous les arbres.
Et là, j'hésite, mais ce n'était pas suffisant. Il m'avait déjà vu. Alors, je tente de prendre une autre piste que je ne connaissais pas. Le problème, c'est que c'est un quartier résidentiel, vous n'allez pas chez les voisins comme ça. Vous n'escaladez pas leurs barrières comme ça. Il n'y a pas de piste sur lesquelles vous pouvez rentrer comme dans les quartiers défavorisés. Et les gars avancent vers moi, et là, je sens que, oui, ils viennent pour moi. Et là, je cours. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire combien de barrières j'escaladais. De toute façon, je te dis à devenir spécialiste des sprints, puisque je ne faisais que ça maintenant. Et donc, oui, j'étais relié à l'exercice. J'ai escaladé au moins 400 barrières, mais en passant quand même par chez moi. Mais tout ça sans savoir qu'en réalité, ils étaient chez moi depuis 9 h du matin. Donc, quand je sors à 8 h 30, ils me remplacent. Ils prennent ma fiancée en otage. Ils prennent l'enfant en otage. Ils bloquent quasiment tous les voisins de l'immeuble. Personne n'a le droit de sortir ou entrer. Parce que quelqu'un peut me prévenir. Et ça a duré toute une journée comme ça. Vous avez votre fiancée qui ne peut même pas se déplacer, même si elle va aller dans les toilettes, il faut qu'on aille surveiller si vous allez dans les toilettes. Mais c'était comme ça toute la journée. Elle ne peut pas préparer. Comment tu prépares avec un militaire derrière qui est armé jusqu'aux dents, cagoulé? Ils ont mobilisé quasiment un peu plus d'une centaine de personnes, de militaires. Ils ont réussi à m'arrêter, mais ils m'arrêtent pourquoi? Parce qu'en réalité, de l'immeuble, j'avais une façon de regarder le pays, mon environnement en me disant, ah, mais si on me poursuit là, je peux escalader et je peux sauter de l'autre côté. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, il y avait un grillage, une barrière en grillage qui existe entre les maisons que je voyais à distance. Et c'est l'endroit que je suivais en me disant, je peux passer par là pour sortir là. Mais je me suis trompé. En arrivant, l'endroit, c'était un grillage. Et j'ai tenté d'escalader le grillage, ça n'a pas marché, il s'est déjà derrière moi. J'ai couru encore, mais cette fois, je sais que je n'étais pas à Timichos. Dans les quartiers, je pouvais facilement me cacher. Le mec, il a dit, dame-le, il a dit ça comme à Timichos il y a quelques mois. Et j'ai continué de courir. Il a dit, dame-le! Et j'ai entendu le bruit d'une arme qui fait caca derrière moi. Très franchement, là, j'ai quand même décidé de me coucher. J'ai compris que si j'avais raté des balles une première fois, ça ne pouvait pas arriver une deuxième fois. Et je me suis couché, ils m'ont pris. Et quelques kilomètres, il y a un qui disait à mon oreille, on va te tuer, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et là, ils te mettent dans une voiture. Les populations ont tenté d'intervenir. Parce qu'à un moment donné, ils m'ont mis la cagoule, mais j'ai réussi, en bougeant, parce qu'ils m'ont mis des minottes, en enlevant la cagoule, parce que je voulais que les gens me voient. Sachent que c'est moi qu'on a pris. Et j'ai crié, parce que j'avais compris quand même que là, on avait pour me tuer. Et ça quitte quand même, parce que il me tire au sol. Hein. Il ne me soulève pas. Il me tire comme ça au sol. On est à peu près à 500 mètres de la route. Et vers la route, il y a quand même des gens qui ont voulu intervenir, mais comme je dis, c'est des quartiers résidentiels. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens dehors. Et donc, il y a très peu de gens pour intervenir. Ils me mettent dans une voiture. La première chose, je pense, qui me sauve, et c'est pourquoi j'avais envie de monter les billets, de dire merci surtout. Et j'arrive à faire la relation lorsque je sors de prison, quand on me raconte tout ce qui s'est passé. C'est là que je comprends mon histoire. La voiture roule, et là, la roue explose. La roue de la voiture explose. Boum, une première. Et là, ils sont énervés. Ils appellent au Motorola. Il y a un véhicule qui allait qui leur dit, ah non, on ne peut pas continuer avec vous. En réalité, il m'amène vers une base militaire de la GR qui existe en Vromani. Parce que quand on vous met la cagoule, quand vous êtes tenté de soulever la tête à travers les vitrines de la voiture, en fait, quand vous passez sous les lampadaires, vous arrivez à voir là où vous êtes. Dès que vous passez sous un lampadaire, vous avez une image, vous avez une maison, des choses que vous allez identifier pour savoir vers où on vous amène. Mais chaque fois, il vous donne le cross de l'arbre, il vous frappe, ou il vous pétine avec des rangers. Et là, on change de trajectoire parce que la roue s'est cassée. Il vous amène dans une barrière, je ne sais pas quelle barrière, il pousse la barrière, vous êtes cagoulé. Vous savez juste que vous êtes dans une barrière, parce qu'il pousse la barrière, vous entendez le bruit, vous entrez, il vous amène sous dalle. Vous ne montez pas, vous descendez, donc vous savez que vous allez en dessous. Marche d'escalier, premier niveau, comme ça, c'est du béton. Vous avez à peine une lumière grosse collée au plafond, et ensuite marche d'escalier. Et là, je tombe sur un groupe de personnes. Quelqu'un de très fort au milieu, avec des gens bien gradés, sous la lumière. Ils te gardent comme ça pendant 10-15 minutes, personne ne parle, personne ne dit un mot. Jusqu'à l'instant où le monsieur très fort au milieu du gradé fait signe à l'un de vos, je ne sais pas comment il faut l'appeler, l'un des militaires qui me tiennent, qui va vers lui, qui revient, qui me donne des coups et qui me met à genoux. Et là, il décide de m'attacher au béton, là au plafond de leur sous-sol, avec des menottes. Ça a duré 10-15 minutes. Et l'autre, il y a un qui revient en courant, qui dit, ah non, laisse, ça commence à faire du bruit. J'ai fait le lien avec le fait que TV5, dès qu'on m'a pris, dans les 30-40 minutes, commençait à parler de mon arrestation, et je crois France 24 aussi. C'est peut-être ça qui m'a sauvé. Parce que je ne fais pas le lien quand je suis arrêté. Mais c'est quand je sors qu'on m'explique tout.
l'enchaînement des choses, que je fais le lien entre la roue qui se perce, je gagne du temps peut-être, et la destination qui change. Parce que le véhicule qui est en train de monter ne peut pas le partir vers là où ils vont. Tout ça fait que Dieu est au centre de cette histoire. Je suis